J'hésitais, j'avais peut-être envie de continuer à mater 2-3 trucs. Alors ça va être un peu une autre ambiance, mais de se mater... C'est le gars de la dernière fois, là, en tribune, qui avait fait des... J'avais bien aimé ce qu'il avait fait. En tribune, là, on avait regardé le problème géographique de la NBA, qui était vachement bien. Et en fait, il a fait plein d'autres vidéos. Et j'avais envie de pouvoir voir ce sport de riche joué par des pauvres. Le sport le plus fatigant. En fait, il fait des bonnes vidéos de... pas si longues. Donc, t'as décidé de t'attirer les foot ce soir, quand même. Sur les... T'as aimé ou pas, Razor? Est-ce que t'as aimé? SGA MVP. Mais c'est à 1h du mat, non, qui décide? Ou c'est déjà maintenant? Y'a pas Bastien en live? Non, y'a pas Bastien. Je pensais que le classement olympique. C'est laquelle, celle-là? Le casse-tête du classement olympique. Non, ça va être un truc sur les médailles par rapport à, justement, le poids des médailles, le nombre de gens. Donc, si pas de troisième, go GeoGuessr, mon jeune. Oh, GeoGuessr. Parce que ça, j'aime bien le rythme de 2 épisodes par session, perso. Sur les sirènes, ça faisait parfois trop sur la fin. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, on a pas envie de continuer. Mais Vendée Globe, très cool. C'est lequel? À la course qui n'attire que les Français. Non, on va s'envoyer le sport le plus fatigant. Vraiment. Un mouvement se fait entendre dans le sport professionnel. Mais attends, mais dis-nous. Si jamais vous le connaissez pas, c'est un petit crack qui fait que des vidéos hyper bien. Je l'ai découvert sur cette vidéo-là. Entre-temps, il a pris un peu d'abonnés. Hein. Il nous a autorisé à pouvoir mettre les rediffs en ayant un petit délai justement de React et tout pour pouvoir le faire découvrir. Et il a eu 2-3 vidéos qui ont percé. J'avais trouvé ça génial ce qu'il avait fait sur la vidéo de NBA. Le changement est un peu brutal. Hein. Les calendriers sont saturés, trop c'est trop. Une surchauffe. Changement d'ambiance totale. On était sur de la survie. J'aurais pu vous prévoir une sortie un peu plus en lien. Il est vrai. Mais c'est comme ça. Un ras-le-bol. C'est en mode savoir si... Quel sport... Quel sport est le plus chiant pour les sports pro? Certaines facettes de leur sport seraient devenues trop difficiles. C'est vrai qu'ils en parlent beaucoup. En vrai, c'est un sujet intéressant parce que souvent, et ce qui est normal, comme les sportifs, la majorité des très gros sports sont payés une blinde, t'es un peu en mode, bon frérot, tu prends 10 millions, mais c'est des plaintes aussi où, mec, en NBA, c'est 82 matchs de saison régulière par an. Vu de loin, ça semble fou. Comment peut-on vivre de sa passion, bien en vivre même et se plaindre? C'est le GOAT. Est-ce que la situation des sportifs a changé ou est-ce que la société est juste plus apte à les entendre? Moi, je pense que les joueurs de très très haut niveau, bien sûr qu'ils doivent faire grève. Pour comprendre les joueurs pros, le pire c'est le volet, je connais pas du tout. Cycliste, ça doit être dur. Critères, 4 sportifs et 4 autres extra-sportifs pour mesurer la pénibilité dans le sport professionnel. On va confronter des disciplines en attribuant une note de 1 à 10 pour chaque critère. Le sport avec la note la plus élevée sera désigné officiellement comme le sport le plus fatigant. Vous vous en doutez, j'ai pas pu prendre tous les sports. J'ai dû prendre ceux avec suffisamment de data disponible. Et pour comparer ce qui est comparable, on parlera de cyclisme, de natation et d'athlétisme dans une autre vidéo. Ok, en mode des sports plus Avant de m'allumer dans les commentaires, rappelez-vous que tout ça est subjectif et sert surtout à parler des enjeux de la seconde partie de la vidéo. On attaque avec ce qui fait débat actuellement, le nombre de matchs joués par saison. Alors qu'au foot US, un athlète joue en moyenne 20 matchs par an, un joueur de NBA en joue 80, voire un peu plus, s'il participe aux compétitions internationales. On reste loin du baseball où un joueur peut jouer jusqu'à 162 matchs par an. Ah bon? Avec moins de 40... Ils font tant de matchs que ça au baseball? Redites-moi le youtubeur, c'est en tribune. C'est ça? Ouais, c'est en tribune. 160 matchs au baseball? Parce que pour le coup, le baseball, toute amitié pour les gens qui pratiquent, c'est vraiment spectateur quand il connaît rien, le sport le plus chiant à regarder. On retrouve les sports avec des contacts et des... Un jour sur 3, ils jouent. Et les matchs durent tous 6 heures, quoi. Choc important. Mais dans le sport professionnel, il y a une vraie différence entre les sportifs jouant pour leur équipe nationale, que j'ai appelé les joueurs stars, et les autres. Ça sera important pour le reste de la vidéo. On va garder ces 10 catégories pour la suite et on donne 10 points pour les stars du basket, 1 pour le foot US. Pour aller plus loin, je trouve que c'est intéressant de regarder le nombre de minutes jouées par sportif. Il a fait un point en classement. C'est un argument intéressant, car si les joueurs NBA ont plus de matchs, dans les faits, ils jouent bien moins longtemps, les matchs sont plus courts et les remplacements plus fréquents.
on retrouve le tennis et le foot en haut du classement. On peut aussi regarder les kilomètres courus chaque saison. C'est assez similaire, sauf que le tennis passe de la première... Il n'y a plus baseball du coup? ...à la 7e place. Non, c'était juste un exemple. On a donc ces 3 premières caractéristiques qui mesurent la répétition de l'effort et l'endurance des joueurs. Mais si on en restait là, le rugby serait pas loin de la dernière place et je pense que je pourrais plus retourner dans le sud de la France. Heureusement, l'intensité d'un sport ne se résume évidemment pas qu'à un temps de jeu ou à des kilomètres parcourus. Il faut aussi prendre en compte la rugosité de l'effort. On va donc parler des chocs reçus, entraînant une période de récupération plus importante. Il existe des moyens de mesurer l'intensité des contacts, c'est fait au rugby notamment, mais pas dans tous les sports. J'ai donc réalisé un classement arbitraire pour donner les points du plus rugueux au moins traumatique. Ces 4 critères sportifs aboutissent à un premier classement, mais le haut niveau consiste également en de nombreuses contraintes extrasportives, à commencer par les kilomètres à effectuer entre chaque match. Ouais, parce que Plus le ça joue, trajet ça. est long, plus le temps de récupération va être prolongé. À ce jeu-là, Puis c'est con, mais la pénibilité. NBA qui font d'énormes distances sur le territoire nord-américain, ou les joueurs de tennis qui peuvent changer de continent du jour au lendemain pour leur match. Les sports plus locaux, Tennis, je dirais que c'est le plus chiant là-dessus. moins Donc mondialisés, t'es un peu solo. enfin, tu vois. comme le hand et le rugby, font naturellement moins de kilomètres. On peut associer cet enjeu avec le nombre de congés par an. Les sports américains ont des saisons très concentrées, permettant à leurs athlètes d'avoir beaucoup de temps libre malgré le nombre de matchs. A l'inverse, les joueurs de tennis et de foot ont parfois moins de 3 semaines par an pour décrocher. J'ai également donné des points Ouais, pour enfin aussi, ouais, c'est l'exposition médiatique, Après, il a un dû élément pas facilement il a dû faire des quantifiable, choix, mais qui participe à l'accumulation de la fatigue. On pourrait débattre pendant longtemps, mais la pression dans le tennis me semble folle, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux. On retrouve en bas du classement des sports moins exposés Ouais, je suis où la d'accord. majorité des sportifs peut poursuivre une vie normale. Mais oui, on va devoir en parler. L'argent. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. Mais après, c'est dur. C'est un peu tout va être un peu subjectif, quoi. Moins que le foot. En fait, le football star, c'est vrai que football star, en fait, le truc, c'est quoi qu'il arrive, la pression médiatique, elle est. Le tennis, le souci du tennis, c'est que t'es vraiment tout seul, en fait. T'es tout seul et c'est con, mais la différence entre un sport collectif et un sport solo, ça joue de ouf. C'est-à-dire que moi, je trouve, c'est très subjectif. Ouais, c'est ça. Il l'a dit, hein, quoi qu'il arrive, c'est un peu sa vision. Mais il mélange tout. Pour moi, le tennis, c'est le pire truc dans le sens où t'es solo quand même. Donc en effet, en termes d'effort, il y a quand même ce truc où il y a du temps de récupération et tout, mais t'es solo. Et c'est aussi... alors basket, ça marche quand même aussi comme ça. Mais un truc où... c'est Gilles Simon qui en parlait beaucoup, c'était intéressant. Tu mènes 2-7 à 0, tout reste à faire encore. Je sais pas comment dire. C'est pas que tu peux pas... Tu peux influer un peu sur le rythme du match et tout, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Donc t'as le côté dans le sport, et après t'as le côté où il y a tellement de carrières de mecs qui ont été capables de gagner en mode grand chelem et derrière s'effondrer, surtout le tennis féminin, tu vois. Et après, derrière, t'as la pression des parieurs. Les parieurs, c'est invivable pour les tennisman. De A à Z, c'est vraiment... c'est pas du 2-0. Tu vois, c'est vrai que le foot, tu peux contrôler un peu plus le match, t'as un peu ça. Basket, malgré tout, bon, t'as tellement d'actions, etc., que c'est plus difficile, mais... C'est normal. Mais oui. Mais ce truc-là, c'est quand même un impact. Après, c'est le fait aussi sport On co va contre devoir en sport parler. solo. Et forcément, L'argent. t'es le seul à Qu'est-ce être qu'il me dit de responsable, quoi. contrainte si je gagne 1 million par an? Foot, faut être top 1 d'une équipe pour être très exposé. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il disait. Ce Footstar, critère quoi. qui va pas mal polariser les débats. Les joueurs de foot peuvent-ils se plaindre alors qu'ils gagnent minimum 12 fois plus que les handballeurs et 50 fois le Et c'est, pardon, juste pour finir, c'est Tsonga qui en parlait, c'était intéressant. En vrai, Antoine, il y a pas mal, on a quand même des Français, tu vois, c'est con, mais Tsonga, c'est quoi? C'est finale de Wimbledon? Il fait une finale de Grand Chelem, je crois que c'est Wimbledon, tu vois. Et juste, ils sont tombés dans une génération de monstres absolus. Mais qui dit aussi, où ils sont quand même bien, le tennis, c'est un sport où, je suis tombé sur cette vidéo de lui qui dit ça, c'est un sport où quand tu perds vraiment, parce que c'est de l'argent investi. C'est Open d'Australie, pardon, pas Wimbledon, ouais. Et demi de Roland. C'est un sport où tu investis vraiment de l'argent. C'est un truc où, moi j'entendais Gaël, mon fils et tout, c'est vraiment genre, tu commences à être chaud au tennis, t'as plusieurs possibilités, soit t'es accompagné par la Ligue, FFF, etc., enfin FFT, pardon, etc. Sinon, Gaël, j'entendais parler où c'est limite en mode, bah en fait, tu prends un prêt de 500 000 balles pour lancer ta carrière, pour faire des tournois et tout, parce que en fait, tu vas devoir investir dans un coaching staff, dans des trucs de qualité, dans des voyages et tout, et t'es obligé. Et pour le coup, si tu gagnes pas, bah en fait, c'est foutu, quoi, tu vois. Donc, pas eux, ils étaient sponsors depuis jeunes. Ils ont été beaucoup aidés, mais c'est assez compliqué. Et pour le coup, ils ont été très accompagnés par la FFT, mais qui avait aussi un peu pas ses problèmes,
dans le côté encadrement, entraînement et tout, mais quand même, quoi. C'est souvent le cas des sports solo, ouais, c'est clair. On se retrouve avec ce classement, où les stars du foot et les joueurs de tennis arrivent en tête. C'est finalement assez anecdotique. Vous pensez sûrement à d'autres catégories pour différencier les sports. Mettez-les en commentaire. C'était quoi ça, du coup? C'est les salaires, etc. Attends, remets, pardon, parce que du coup, je racontais ma vie. Excusez-moi. Mal polariser les débats. Les joueurs de foot peuvent-ils se plaindre alors qu'ils gagnent minimum 12 fois plus que les handballeurs et 50 fois le SMIC? On y reviendra. On se retrouve avec ce classement, où les stars du foot et les joueurs de tennis arrivent en tête. C'est finalement assez anecdotique. Vous pensez sûrement à d'autres catégories pour différencier les sports. Mettez-les en commentaire. Où on pourrait effectuer des pondérations par le salaire par exemple. Chaque sport possède ses propres contraintes. Ouais. Mais cette introduction nous a permis de défricher différents sujets et on peut retenir qu'à part des chocs moins fréquents et des salaires hors normes, le foot et le tennis accumulent les critères de difficulté. Même si pour certains l'argent semble justifier n'importe quelle condition de travail, on va essayer de comprendre d'où vient le mécontentement des joueurs. Vous étiez 99% à ne pas être abonné sur la vidéo précédente. La classique. N'hésitez pas à sauter le pas. Il a raison, il se bute à faire Pour des bonnes approfondir vidéos. le sujet, on va devoir remettre un peu de contexte et parler des différents acteurs. C'est dur YouTube quand même. Hein. YouTube, il se retrouve, tu vois, avoir fait 3, 6, 9, 10 vidéos. 10 vidéos dont certaines qui ont fait, tu vois, 200 000 vues, 120 000 vues, 111 000 vues, 100 000, tu vois, et des vidéos de qualité où, pour le coup, celle-là, si vous découvrez totalement la chaîne, le gars, il se base sur beaucoup de stats, sur beaucoup d'études. Enfin, il va chercher vraiment ces trucs, tu vois. Il donne pas juste son avis en mode à l'arrache. Tu vois, il a 18 000 abonnés. C'est pas simple, en vrai, de faire s'habituer les gens, de quoi. L'organisation du sport en France. Imaginons que demain, je crée une discipline, par exemple le woodball, consistant à envoyer des rondins de bois dans des buts. Alors que des clubs émergent partout en France, il faut s'organiser pour créer des compétitions. C'est le rôle de la fédération qui va aussi promouvoir la discipline et gérer les règles. Une fois assez importante, elle peut être reconnue par le ministère des Sports, lui donnant un monopole dans l'organisation des compétitions de woodball. C'est aussi la fédération qui gère les équipes nationales. Notre sport grossit. Pour organiser les compétitions, des ligues et des comités vont être créés. La Fédé leur délègue alors le monopole d'organisation. Pour s'en sortir, elles doivent essayer de monétiser au mieux les droits télé de retransmission. Les clubs dans tout ça visent les résultats sportifs et vont souvent chercher aussi à dégager une marge pour leurs propriétaires. Enfin, les fédés internationales vont organiser les compétitions continentales ou mondiales. Ces acteurs ayant des objectifs différents, ils vont devoir faire des compromis et trouver des accords. Voyons ce qui se fait dans différents sports. Premier cas, la domination des fédérations internationales. C'est ce que l'on observe au foot et au hand. Les fédés obligent les clubs à libérer leurs joueurs pour les compétitions entre pays. En principe, les clubs ne peuvent s'opposer à la sélection de leurs joueurs. Il fait ses matchs en équipe de France et revient à temps pour jouer le championnat régulier. Le club, qui est l'employeur du joueur, reçoit une compensation financière, mais reste inquiet qu'il n'arrive quelque chose à sa star pendant les matchs internationaux. Second cas, la coopération assez spécifique au rugby. Le sport nécessite une semaine de repos entre deux matchs. On ne peut pas alors faire tenir les matchs de club et de sélection sur une même année. Il faut les superposer. Les clubs et fédérations doivent passer des accords logistiques et financiers pour l'utilisation des joueurs, car les internationaux vont manquer une grande partie des matchs de leur club. Dans de nombreux pays, tout ça est facilité par l'obligation pour les joueurs de jouer dans leur ligue nationale s'ils veulent être sélectionnés. Cela permet de préserver le niveau de la ligue et de créer des affinités. Ils doivent alors choisir entre aller à l'étranger pour toucher un plus gros salaire ou jouer en équipe nationale. Un dernier exemple, la mésentente entre ligue et fédération qui existe au basket. En principe, tout se passe comme au hand et au foot. Les clubs sont obligés de libérer les joueurs pour les compétitions internationales. Mais cela ne vaut que pour les clubs affiliés à la FIBA, la Fédé internationale. Car il y a une ligue, peut-être que vous la connaissez, qui ne reconnaît pas cette fédération, la NBA. Elle a donc le droit de faire comme elle veut. Jusqu'en 90, les joueurs NBA étaient interdits de jouer hors de la ligue. Aujourd'hui, s'ils peuvent participer aux compétitions internationales pendant l'été, ils ne peuvent pas retrouver leur équipe nationale pendant la saison. Une bonne entente entre ligues... Genre là, l'Euro, par exemple... C'est l'Euro, non, cet été de basket, où je dis de la merde? Ou c'est pas ça? Et là, du coup, parce que c'est quoi parce qu'il y a un truc de off-season l'été, en basket, sinon ça reprend en octobre. Et Wemby, par exemple, Wemby, c'est par rapport à la thrombose, mais quoi qu'il arrive, il l'aurait pas fait, non, l'Euro? Ou c'est juste tu niques ta prépa? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, la prépa de tout l'été pour justement être prêt pour octobre, pour la saison d'NBA, c'est fin août, début septembre. Non, il décide. S'il aurait pu. Il aurait pu, mais il a décidé de se concentrer en mode NBA. Non, s'il l'aurait fait, sinon, ok. Il aurait pu le faire, si.
aurait pu décider, mais c'était mieux. Ok, d'accord, c'est sur accord avec les clubs. Il pouvait, mais vaut mieux pas. Il l'aurait fait s'il avait pas eu la thrombose. Ok, d'accord, pardon, j'étais pas sûr de ça. Tu dois te reposer à être NBA ready. Même au rugby, pour les Nations B, il y a des joueurs qui sont pas vraiment autorisés à partir. Ouais, en fonction, quoi. Il y a surtout des histoires d'assurance. Ouais, ça doit jouer. Les fédérations va permettre de préserver les joueurs. À l'inverse, un manque de dialogue va retomber sur les sportifs, souvent tiraillés entre leurs clubs qui les payent et le prestige de la sélection nationale. Pour aller plus loin, concentrons-nous sur ce qui a fait débat récemment, la hausse du nombre de matchs dans le foot. Le foot est le sport mondialisé par excellence. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez à quel point les droits TV sont importants dans ce sport. Donc pour augmenter les revenus, les instances doivent augmenter ces contrats. Pour cela, il existe 2 solutions. Améliorer la qualité du produit que l'on vend ou jouer sur la quantité. Concernant la qualité, on peut prendre l'exemple de la refonte de la Ligue des Champions ou de la nouvelle Ligue des Nations permettant aux grandes équipes de se rencontrer plus souvent. Pourquoi pas? Concernant la quantité, les fédérations internationales et européennes ont plusieurs stratégies. Augmenter progressivement le nombre d'équipes autorisées à participer à une compétition. En 50 ans, la Coupe du Monde est passée de 16 équipes nationales à 48, multipliant par 3 le nombre de matchs à diffuser et donc à monétiser. Cet élargissement permet de faire participer plus de pays, mais c'est l'an prochain la Coupe du Monde. Baisse le niveau d'entrée et donc la qualité des matchs. Il est possible aussi d'ajouter des matchs aux compétitions existantes, comme ça a été fait pour la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Enfin, Et pause, pardon, Coupe du Monde des clubs. Parce que Coupe du Monde des clubs, il y a eu grave du changement, non? Ils ont mis... Ils ont poussé le truc de fou. Ils ont mis du cash prize de dingue et tout, non? Pour pouvoir attirer les clubs, non? Parce que j'en ai beaucoup entendu parler sans... Parce qu'à un moment, Coupe du Monde des clubs, on s'en battait les couilles tous, quoi. C'était le truc où sur FM, tu le faisais peut-être une fois, t'avais 4 équipes qui étaient sélectionnées, t'étais en mode, bon bah allez, why not? J'ai pas eu de trophée, au moins ça m'en fait un. En tout cas, pour moi, c'était ça. Mais 32 équipes participeront. Le tournoi aura lieu aux États-Unis en 2025. États-Unis, donc sur toute la côte. Quelles équipes sont qualifiées? Donc Ligue des champions de la CAF, donc Ligue des champions CAF 2021-22, ES Tunis, Al Hilal, Chelsea. Il y a un nombre de clubs pour le coup. Les Japonais, ouais, t'as vraiment classement UEFA. Nutaki, Real, City, Bayern, Paris, l'Inter, Porto, Benfica, Dortmund, les Juves, putain, vache, Atlético, Salzbourg, Monterrey. Ah ouais, putain, mais il y en a vraiment beaucoup, hein, club du pays hôte. Le bon Messi. Les stars, ils participent pas, si. Bah, je crois que si, hein. Non? Je crois que clairement, c'est l'idée, hein. Enfin, les clubs, ils viennent avec leurs gars, hein. Mais du coup, là, c'est en juin. Mais juin, c'était pas le moment où, normalement, ils coupent les joueurs. Généralement, en gros, fin mai, bah, du coup, t'as la Ligue des Champions. Soit t'as des compétitions internationales par équipe, tu vois, type Euro, Coupe du Monde ou autre, et du coup, en juin, juillet, t'y es. Mais sinon, juin, ils coupent. Et ensuite... Parce que ça fait du match, hein. Là, ils ont 3 matchs de poule, plus ensuite, ça y va. Maintenant, en juin, il y a toujours un truc. Ouais, parce que sinon, avant, c'était quoi? C'était les phases finales de Ligue des Nations et tout, quoi. Il y a même une fenêtre de mercato. Ouais, souvent, tu reprends ensuite début juillet, quoi. Mais ça devient pas redondant un peu? Ah, c'est tout le problème, je pense qu'il va en parler. Parce que c'est tout le truc de, justement, t'as de plus en plus de matchs, ça s'arrête de moins en moins et tout. Et c'est tout le truc entre les mecs qui ont des salaires de porc, et t'es en mode, bah oui mec, de quoi tu te plains? Oui, bah t'as plus de vacances en juin, c'est ça, tu vois. En même temps, bon, c'est aussi une réalité, quoi. Mais non, c'est Tottenham qui a gagné, là, contre United? Oh putain, j'ai vu la déclaration de Son, là. J'étais en mode, ça fait 10 ans que je suis au club, je veux juste gagner un trophée. C'était un peu touchant, quand même. C'était quand même un peu touchant. 16 tirs à 3. 27% de possession. Oh, les Spurs. Oh, les Spurs qui sont venus nous l'arracher, celui-là. Ah, celui-là, le match était horrible, bordel. Après, souvent les finales, quand même, mais bon. Oh, la vache. Putain, il est pas titu. Le match a été immonde, envie de mourir. Quel match dégueulasse. Kane qui était maudit. Bah après, il a gagné son titre. C'est but dégueulasse.
Mathieu immonde, heureusement, j'avais ton stream. Ah ouais, c'était 16e contre 15e ou je sais plus quoi là. Dernière option consiste. Bon, on y retourne, pardon. Pour la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Enfin, la dernière option consiste carrément à créer des nouvelles compétitions. Cette stratégie de la quantité est observable dans d'autres disciplines. On l'a vu, les franchises de baseball jouent 162 matchs par an. Mais on peut aussi miser à l'inverse sur la rareté. Au football américain, la saison n'est composée que de 17 matchs. Alors oui, je sais, ces sports sont très différents et pas forcément comparables. Mais ça reste néanmoins des stratégies assumées. Ouais. Au baseball, de pouvoir vendre des billets à 10 $ tous les soirs. Au foot US, de proposer des shows hors normes alors que les joueurs pourraient jouer une dizaine de matchs en plus sans souci. Le foot est donc dans un autre deux. Les clubs et sélections les plus prestigieuses sont amenés à se rencontrer plus souvent, augmentant la qualité théorique du spectacle, mais dans le même temps, la hausse du nombre de matchs, du nombre de compétitions vient banaliser le reste de la discipline. Des signaux montrent une réelle saturation chez certains spectateurs, ce qui pourrait tendre à une dévalorisation du sport. Enfin, la hausse du nombre de matchs augmenterait le risque de blessure. La FIFPro, organisme représentant les joueurs, estime qu'au-delà de 55 matchs joués par an, le risque de blessure augmenterait drastiquement. La situation pousserait même des joueurs à choisir les matchs sur lesquels ils se donnent à fond, participant une nouvelle fois à la dévalorisation du sport. Si cette hausse est bien visible dans les compétitions les plus prestigieuses, c'est pas le cas du reste de la discipline. La Ligue 1 est passée de 20 à 18 clubs et la Coupe de la Ligue a disparu. Ce trop-plein de matchs ne concerne en réalité que 2% des joueurs stars, jouant potentiellement 70 matchs par an et ne profitant que de 2 semaines de repos l'été. La grande majorité des footeux ne sont pas internationaux et ne jouent pas à la Coupe d'Europe. Les joueurs stars étant les plus audibles, ils savent se faire entendre. Une fois ces observations faites, comment peut-on expliquer le mécontentement actuel des joueurs ? Pourquoi ces appels à la grève ne se sont pas faits plus tôt ? Il y a un syndicat des Si joueurs, on non ? dans le temps, on peut retrouver des pros qui jouaient sur les mêmes cadences, comme Lampard et sa saison à 72 matchs en 2006. Oh, Alors, l'appel à la grève évoqué par Rodri ou Koundé peut être expliqué par les récentes décisions de la FIFA et de l'UEFA d'augmenter le nombre de matchs de presque toutes leurs compétitions. Mais je pense que d'autres phénomènes doivent être pris en compte. En reprenant l'exemple de Lampard, à 21 ans, le Britannique avait joué 98 matchs. C'est près du double de David Beckham, mais plus de 2 fois moins que Jude Bellingham. On peut se dire que c'est une exception, mais c'est le rythme ou c'est aussi un phénomène observable dans toutes aussi parce que les mecs à 16 ans ils commençaient à jouer les équipes nationales. On fait jouer les joueurs de plus en plus jeunes. Ouais. Il n'est plus question de les préserver, de leur donner du temps. Yamal a 100 matchs à 17 ans. Petit à petit. Il faut dénicher les pépites au plus jeune âge afin de les valoriser et de tirer une somme importante lors de leur transfert. Cette surutilisation a des conséquences encore peu documentées. Mais une professionnalisation de plus en plus jeune, associée à des cadences de matchs intenses et des préparations physiques hyper exigeantes, Après, bon, il y a des cracks, quoi. pourrait pousser à des retraites anticipées. Enfin, cette nouvelle génération semble pouvoir évoquer plus facilement les questions de santé mentale. Ce sujet complexe et qui n'est pas lié uniquement aux cadences ou à l'intensité d'un sport, mériterait une vidéo à lui seul. Mais parler de santé mentale reste tabou dans le foot pour plusieurs raisons. Comment se plaindre quand on gagne autant d'argent et que l'on évolue dans un environnement si viriliste ? Il suffit de regarder les commentaires sur un récent article de l'équipe sur le sujet pour voir que dans l'imaginaire de certains, on ne peut pas être riche et se permettre de se plaindre de ces conditions. Malgré ça, la prise de conscience qui a émergé... Non, mais il y a un vrai truc où c'est vrai que quand tu regardes juste les matchs de temps en temps et tu vois un mec se plaindre comme ça alors que toi t'es en mode putain mais je donnerais tout pour avoir ta vie, qu'est-ce que tu me casses les couilles, tu vois. Qui se comprend comme réaction. Après, il y a un vrai truc de fond aussi pour les tennis, sportifs. La gymnastique. Mais qui joue surtout sur aussi, bah en fait, on est peut-être un peu plus lassé à des moments, plus il y a et tout, le rugby commence à déborder sur le football. Simon la bosse. Alors, à qui la faute ? On montre souvent les coachs du doigt pour la surutilisation de leurs joueurs. Mais les entraîneurs n'ont désormais plus le temps de construire un groupe sur le temps long. Ils ont une nécessité de résultat au bout de quelques matchs et ne peuvent pas se permettre de développer les joueurs en les protégeant. On peut aussi critiquer les clubs qui... Pour rien au monde, je veux leur vie MDR, mais mec, leur salaire. Ah ouais ? Oh, être pro au foot, c'est quand même, ça doit quand même être sympa, quoi. C'est quand même... Oh, je t'avoue que... Frère, mettre une frappe de 25 mètres, rentrer sur l'hymne de Ligue des Champions et tout, c'est quand même... C'est... Moi, j'ai eu la chance juste de déjà jouer dans des conditions où tu es dans un stade plein de 20 000 personnes. C'est déjà tellement une dinguerie à vivre. Après, ça t'amène tout un merdier autour, hein, bien sûr. Mais c'est tout un truc... Non, ensuite, il y a la vie de mec qui joue au foot et qui est en National 2, tu vois, qui a peut-être eu un petit prime, mais peut-être difficile.
Là, c'est tout de suite des choix. Oui, tu vis de ta passion, mais du coup, qu'est-ce que tu as fait à côté? Faut être intelligent. Enfin, tu vois, là, c'est... Là, le foot au-delà des 2-3 premières divisions, tu vois, c'est autre chose. Parce que c'est tout de suite, tu vis de ta passion, mais il va falloir bien assurer derrière parce que ça peut être plus dur, tu vois. Mais sur sa Style, je suis OK. Ah bah frère. C'était comment l'autre là déjà? Non, c'est Le Tellier, non? Non, peut-être pas. Le goal, le 3e goal de Paris là, qui a fait réserve, genre 10 ans de sa vie. Pas pour faire des tournées d'été dans des pays exotiques pour gonfler leur tirelire. Mais le regard se tourne surtout vers les instances qui veulent valoriser leur compétition sans prévoir l'impact sur les joueurs. Quand le dialogue est plus fluide, au rugby par exemple, des accords sont créés pour préserver les joueurs tout en garantissant l'attractivité d'une ligue et la compétitivité de l'équipe nationale. Même si les accords sont facilités par l'obligation de jouer dans le championnat local, la recherche de compromis reste permanente. Cela permet d'avoir des effectifs plus grands, compensant le départ des internationaux. L'an dernier, le Stade Toulousain a utilisé 55 joueurs différents. Enfin, quelle est la responsabilité des joueurs? Avec des salaires si élevés, ils font partie de ce cercle vicieux. Une baisse des salaires générales permettrait de lancer une dynamique. Mais pour cela, il faudrait des décisions fortes de la FIFA comme l'instauration de salaires maximales partout sur Terre, la limitation de nombre de matchs par joueur ou l'instauration d'un nombre de congés minimum. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être arrivé jusque-là. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. La MIF, venez, on est 9000 là. Venez, on lui fait passer au moins les 20 000 abonnés là, ça serait beau. S'il vous plaît, c'est juste un petit clic, il fait plein de bonnes vidéos. C'est des vidéos qui sont intéressantes sur le sport, il se donne de fou. C'est un gars qui a l'air hyper sympa, il était passé sur notre chat. Si jamais je vous balance le lien, déjà abo. Bah, je sais qu'on a pu faire découvrir la chaîne à pas mal de gens, c'est aussi le but, tu vois, parce que c'est vrai que bah, là, du coup, il est OK, tu vois, que je puisse utiliser son contenu et tout, mais pouvoir faire... Un mouvement se pouvoir faire justement et développer, on va dire, là, déjà abo avant que tu parles. Bah, c'est vrai qu'il était à 12 000 quand on avait fait le dernier react. Après, sa vidéo, elle prend. C'est juste que, en fait, quand tu vois des vidéos sur ton feed que tu cliques, frère, tu t'abonnes pas sur télé, qui s'abonne? Qui mate une vidéo sur télé et derrière se dit, alors attends, je vais aller m'abonner pour donner de la force. Un coup sur deux, l'algo, il te repropose la vidéo, t'as pas besoin de t'abonner, mais ça permet de te développer un peu. Moi, ah ouais? C'est fait, PA. Bah, c'est bien, les frérots. Merci beaucoup. Merci pour lui. Ça a l'air d'être un... Hey! C'est bien. Vous vous chauffez. Vous vous chauffez. Tu peux t'abo depuis l'appli télé. Je vous remets. Si on peut aller lui choper les 20K, c'est cool. Ça lui fera plaisir. Tu ne réactes plus à Ego. Si, ça dépend. Je t'avoue que c'est un peu en fonction. Oh là là, il y a eu... J'ai senti qu'on a calé. J'ai senti qu'on a super bien démarré. Et d'un coup, on a calé. Si vous avez un peu la flemme, donnez juste de la force, parce que c'est un petit créateur. Et c'est un mec qui fait des vidéos... Bah, je te dis, le truc de NBA, le gars, c'est buté en termes de stats, recouper des datas, des machins, etc. pour les faire parler. Donc, même pas 10% de conversion. Il est où, mon PA commercial, là? Non, mais c'est vrai. Hein. Attendez, hein, The Event, va falloir surchauffer, les gars. Hein, petit à petit... Non, c'est vrai. On a tous un compte YouTube. Je sais que ça vous casse les couilles. Mais lui, pour le coup, il en vit pas. La dernière fois, je vous ai chié pour liker nos vlogs. Je milite. Je m'attache à ce stream. Après, on va croire que j'ai des bots. Ça va révéler des conspirations un peu problématiques. Et ça, plus rapide que les likes pour les vlogs FC Silmi. Non, mais c'est bien. Hein. Non, parce qu'en fait, c'est des trucs, c'est con, mais c'est des trucs qui peuvent faire la diff. En fait, le truc, c'est que les abonnés, ça change pas grand-chose sur ses prochaines vidéos, mais sur le gars, tu vois, par exemple, lui, il fait des trucs de chaîne de sport généraliste avec un focus sur la vulgarisation statistique. C'est un truc qui est assez niche. Mais du coup, bah, un mec comme ça, avoir 20 ou 25 000 abonnés, bah, pour peut-être des petits médias, tu vois, j'en sais pas, même, genre l'équipe, par exemple, ça pourra faire la diff des gars qui vont aller sur sa chaîne de combien il a d'abonnés. Et c'est des trucs qui font des vrais diffs, donc... Donc on va continuer. On va s'en mettre une deuxième. Je compte sur vous pour aller aux 20 000. Je vous remets le lien. Chauffez-vous, ceux qui ont la flemme, là. Chauffez-vous, les refs. Alors, foot égale ennui. La fin du rugby dans les villes moyennes. Ah, je connais pas trop le rugby, ça peut m'intéresser. Ce sport de riches joué par des pauvres. C'est sur le tennis ? L'équipe, un petit média. Non, mais je sais pas où je suis parti avec cet exemple. Je suis parti sur des trucs qui peuvent se faire repérer. Mettez-le bien, quoi. Je sais pas les couilles, mettez-le bien. Mettez-le bien, dire on rame, mais on va y arriver. Rugby, ça peut me chauffer, vas-y.
Je connais pas bien du tout le rugby, donc... C'est une carte de France des villes présentes au top 14 il y a 20 ans. Et ça, c'est une carte de France des villes présentes au top 14 il y a 20 ans. Vous avez le lien dans la... Et ça, c'est les villes présentes cette année. Oh, no goodie. En regardant de plus près, on se rend compte que le Sud a perdu pas mal de clubs. C'est aussi le type de ville qui a changé. De Brive, Agen ou Auch, on a maintenant Bordeaux, La Rochelle ou Lyon. À Brive, il n'y a plus? Seulement une impression, ou est-ce que le Brive-la-Gaillarde. rugby professionnel tend à disparaître des villes moyennes du Sud-Ouest au profit des grandes métropoles? Pour en avoir le cœur net, j'ai fait un premier graphe montrant l'historique des vainqueurs du top 14. Je crois. La taille des bâtons représente Population actuelle des vainqueurs du top 14, la l'agglomération. population actuelle de l'agglomération. Toulouse qui a gagné. C'est quoi les... Putain, je suis nul en rugby en vrai. C'est quoi? C'est Toulouse, Clermont, Rougerie. Et après... Ah ben non, ça c'est... Attends, ça c'est... Stade Français, c'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné? C'est quand, ouais? Ils ont gagné, genre les... À un moment ou... 2015? Ah bah c'est eux du coup, dès que c'est plus de 2 millions, oui je suis con. C'est ça? Entre 1943 et... Ouais, oui c'est ça en fait, je suis débile. Au début je pensais que c'était Toulouse. Je me suis dit 2 millions Toulouse, ça me semble quand même beaucoup. L'Aglo, elle doit faire 600 000. J'ai eu du mal à... Plutôt ça, Toulouse, du coup. 1984, Toulon aussi, il y a ok. 9 titres sur 42 gagnés par des agglomérations. Perpignan, il y a un âge d'or. Moi, je kiffais l'USAP sans raison. Je crois juste que j'ai kiffé Mèche de Feu à Montgomery, là, le 15. De plus de 200 000 habitants. C'était quoi, lui? C'était Afrique du Sud, non? Soit 20%. Après 83, c'est Sans 35 raison. titres sur 39 qui sont gagnés par ces agglos, soit 90%. Seuls Castres et Agen s'en sortent. Les plus petites villes comme Béziers, Tarbes, Mont-de-Marsan ou Lourdes ne gagnent plus de titres. Je vais souvent me référer aux agglomérations plutôt qu'aux villes. Ça n'a pas vraiment de sens de regarder juste la ville-centre. T'as bien quand raison. Le public, les infrastructures et les financeurs viennent en partie des villes proches. Bon, le vainqueur c'est intéressant, mais ça donne pas une vérité générale. Pour aller plus loin, j'ai pris l'ensemble des équipes du top 14 et j'ai regardé l'évolution de la taille des agglomérations. On voit donc sur ce graphe la population moyenne des agglos du top 14 depuis 97. Et là, on peut voir qu'en 10 ans, la taille moyenne des agglos a bien été multipliée par 2 pour atteindre un pic en 2011 avec l'arrivée de Bordeaux et de Lyon. Il faut mettre ça en lien avec la réduction du nombre de clubs dans l'élite. Ah oui, parce que c'est top 14. C'est que le Loup... Ouais, moi, je suis vraiment un sportix. Hein. Je kiffais l'OL, du coup, j'étais pour le Loup sans raison. Ils étaient en Pro D2, je voyais sur l'équipe à chaque fois s'ils étaient en train de monter. Et l'UBB, là, Bordeaux-Bègles. Parce que c'est que... moi, en gros, d'un point de vue culture, juste, mon père achetait l'équipe tous les matins, donc je suivais le sport. Rugby, j'ai jamais trop regardé. Donc je regardais les classements, si tu veux, tout là, tu vois. Mais principalement, quand même, juste top 14 vite fait. Et Div 2, je regardais le Loup où ils en étaient. Mais UBB, ça a toujours été... où ça a été une montée un peu faramineuse. D'un coup, c'est parti. Ils sont en finale de Coupe d'Europe. Non, mais je sais que maintenant, c'est des monstres. Non, ça, je sais. Pardon, non, c'est juste la création du club. Est-ce que c'est un truc en mode ça a 60 ans, juste en fait, ils étaient toujours en Pro D2 ou en dessous? Ou alors, ça s'est chauffé? La Rochelle, c'est récent un peu? Ou non, peut-être que juste La Rochelle, j'ai mal vu. Non, c'est assez nouveau. C'est une reconstruction. Il y a longtemps, Bègle a gagné le top 14. Ah, c'est possible que Bègle, ça me... Ouais, La Rochelle, c'est assez fuseux. C'est assez récent aussi, 2006. C'est récent, leur bon niveau. Ok. Ouais, bah là, ce qui nous montre, ok, Passant d'accord. de 24 clubs en Mais c'était là depuis 98 longtemps, ok, d'accord. à 14 clubs en 2005. Ça réduit mécaniquement les opportunités d'accéder au championnat. On voit donc une hausse globale puis une stabilisation. La taille moyenne des clubs ne change plus, car c'est devenu difficile de sortir du top 14. À partir de 2017, seul le 14e est sûr de descendre en seconde division, le 13e joue un match de barrage. Ah putain. Les clubs présents à ce moment, Oh, venant le bon des pied grandes pour villes monter. donc, sont protégés. On a donc une Oh, confirmation... mais attends, d'ailleurs, Stade Français et tout, ça descend, là? Top 14. Ça dit quoi, du coup? Semaine 24, ah, ça joue encore. Ah, donc Vannes. Putain, il y a Vannes dans le top 14. Putain, je me serais pas eu tout dit Vannes rugby, quoi. Ah, et ça va être l'USAP qui va descendre sûrement. Après, il reste 2 matchs, donc c'est un peu entre les deux, quoi. Pau, Montpellier, Clermont, Castres, Bayonne, Toulon, Bordeaux et Toulouse. Ah ouais. Et Pro D2, le monde, c'est quoi un peu les clubs, là? Colomiers. Putain, ils sont en place, Colomiers. Hein.
J'avais jamais entendu parler de cette ville avant d'entendre le foot et tout, mais c'est à côté de Toulouse, du coup. Ah, Brive. Et Brive, du coup, ça va sûrement remonter. Et ça va sûrement affronter Perpignan en barrage, quoi. Et c'est quoi? C'est un seul match? Le barrage en mode direct? Qu'est-ce que je connais? Soyou, ok. Stade Montois. Nice, putain. Ok. Ok, très bien. Merde, on était où? On était là. Petit check quand même. Là, voilà. En fait, là, je peux pas vous faire confiance. Là, je suis pas en train de vous gratter un truc pour moi. On est en train de mater du contenu. Vous êtes 8500. Vous êtes en train de vous branler, là. Là, je vous le dis. Alors oui, ça va être un peu agressif. Je sais que la moitié, vous êtes déjà abonnés. Mais c'est là où on va chercher les plus flemmards. Les flemmards des flemmards, là. Ceux qui sont soit main dans le calbut, soit ceux qui sont en double écran, petit clair-obscur, petit FM, petite game de LoL. À prochain bac, tu viens, le lien est épinglé, tu cliques, on doit aller aux 20 000. Je vais continuer à vous casser les couilles. C'est bien, super. Là, il y a une super réaction. Là, tout de suite, on réussit à faire la différence. Tout de suite, boum, on réussit à se dire, il se passe quelque chose. Double écran, main dans le split, mais abonné. Non mais, bon, ça va, je lâche open front. Tu vois, petit à petit. Je plaide coupable, je le fais de suite. Mais, moi, les amis, on fait tous des erreurs. Il n'y a aucun souci. Le plus important, c'est de s'en rendre compte et de faire la différence par la suite. Tu vois? T'es venu me chercher, le président. Non, mais je sens bien. Eh, c'est super! C'est super! Là, on est en train de tous vous avoir. Et là, petit à petit... Voilà, putain, t'es chiant, c'est fait. Déjà abonné plus cloche de mon côté. Choqué de la description parfaite de ma situation. Ah bah là, il n'y a pas le choix. Là, c'est le bac, là. Tu vois, il y a des mecs, là, ils sont en teamfight sur LoL. Là, je pense... Vous êtes 8300. Je pense qu'honnêtement, là, on a au moins 30 personnes qui sont en teamfight sur LoL. Je pense qu'on a au moins 60%, 70%, voire plus, qui ne dépassent pas le silver. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. C'est important. C'est le don de soi. C'est le don de soi. Ce teamfight, il est bientôt terminé. J'ai l'impression qu'il y a un teamfight qui est pas mal terminé quand même là. Là, j'ai l'impression que petit à petit, Comment tu parles? Mais peut-être vous faites partie de l'autre 40%. Je viens de finir mon arabe, très très important, mais bien sûr. Révision partielle ici, mais abonné. Non mais c'est beau, ça brawl à mort. Putain, c'est vraiment du double tâche. Hein. Ça multitask. J'ai perdu ma game, je m'abonne. Non mais j'arrive en tant que supporter de United. Oh bah c'est sublime. Bah t'as déjà donné un titre aux Spurs, tu peux donner un abonnement pour faire plaisir à un gars. On regarde sa vidéo, c'est du sport. Il nous a parlé un peu juste avant de fatigue dans le sport. Est-ce que les joueurs de United se sont assez donnés? On peut avoir le lien. Bah alors là, si tu me le demandes, mais c'est avec grand plaisir. C'est avec très grand plaisir, en fait. Là, Emerald Khan. Ah, si la Queen peut arrêter de me ping. Tu sais que, statistiquement, il y a un monde où il y a deux personnes qui sont dans la même game. Qui sont en double écran. Et vraiment, j'espère qu'il y a un monde où il y a deux mecs qui sont dans la même game. Et qu'il y en a un des deux qui s'est pas abonné. J'espère qu'il va bien perdre. J'espère qu'il va bien perdre celui-là, alors que l'autre, il aura donné. Et ça, déjà, peut-être ce petit alt-tab qui nous permet... Ah, on bloque. Malheureusement, on va devoir bloquer aussi la soirée. On va devoir bloquer la soirée ici. On est prêt à tout. Ça parlait de grève. Sachez que je le fais pas pour moi, les amis. Je le fais pour En Tribune. Le lien est dans le chat. On continue en radio. Ici. On continue. Ça sera jusqu'au bout. La soirée n'est pas terminée, mais En Tribune doit avoir 20 000 abonnés. Sinon, malheureusement, je vous mets un peu de musique. Eh, bonsoir. Ah, ça marche même pas. Ça marche? Ah ouais, c'est énorme. On est en 2015. Comment vous allez? Alors, mes salauds? Hein? C'est ce que tu voulais? Putain. Oh, bonsoir. Salut, en fait. Ouais, salut. Oh là là, ça fait toujours plaisir les effets. Hein. Ah, ça fait son petit effet, j'allais dire. Non mais attendez. Eh bonjour. Oh là là, putain. Oh la soirée de merde. Ça c'est quoi? Oh. Bonsoir. Nous cherchons 500 personnes pour s'abonner à En Tribune. Oui. Ah. Oh, ça c'est un effet, ils ont fait un entre-deux. Bon, ils avaient plus d'idées d'effet pour... Oh, celui-là, il me plaît. C'est quoi celui-là? Ah, c'est ça. Waouh, 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 waouh.
soutenir un créateur. Et là... Ah, c'est ma voix de merde, ça. Ah, bah il est pas ouf cet effet. Ah, donc j'ai un bouton, c'est juste je suis muté en fait. Allô? Ah, mais ça a mis du temps. Attends, c'est ma voix normale ou pas là? Allô? Ouais. Ouais. Oui, bonjour. Et je peux faire ça? Attendez. Je peux faire ça? Plus ça. Ah ouais. Bon, c'est pas si ouf. Un peu déçu. 19 600 abonnés. Comment vous allez? Là, on est 8000. On est 8000, on est un zénith. Alors le zénith de Strasbourg, comment ça va? Bah je vais vous faire quelques vannes ce soir, voilà, je suis là avec vous, vous n'avez pas payé, c'est un spectacle entièrement gratuit, il y aura un chapeau qui passera à la toute fin. Sachez que nous sommes quasiment au bout du bout. Il y a des gens, je pense, qui sont partis sans s'abonner au gars. Sachez que j'ai envoyé des gens pour retracer leur IP, petit à petit. Là, vous vous dites, le mec, il a fait le tour de ses effets. Et non. Ah bah celui-là... Ah bah on n'est pas déçus. Ah celui-là... Celui-là, honnêtement, on aurait pu se le garder. Ah ouais, celui-là, c'était pas foufou. Hein. Ah... Bonjour. 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 Ouais, j'aime pas trop. Putain, mais c'est vrai que je fais jamais les trucs d'effets, on comprend pourquoi. Ah ça, c'est quoi ça? Ah bah c'est moi. Ah, c'est comme si j'étais dans un bocal. Ah ouais. Ah, c'est genre le bocal. Le bocal. Bon, il nous faut 400 personnes, là. Non, mais là, c'est invivable. C'est invivable, putain. Oh, bah ça, c'est affreux aussi. Mais c'est quoi cette merde? Mais ils avaient plus d'idées pour les derniers effets. Hein. Oh là, c'est... Pas envie. Pas envie, Andy. Pas envie, Andy. Mais Andy, je vais te traquer, Andy. Bonjour. Ce stream, c'est la qualité du contenu avant tout. T'as l'air quelqu'un de bien, Andy. T'as l'air plutôt sympathique. Bonjour. En fait, je peux cumuler les effets. Alors, on pensait que la soirée était terminée. C'est que le début. Bon, on se fait chier là. Ah merde, je pensais que j'avais plus le... Bon, on se fait chier, c'est invivable. Non, il nous manque 400 personnes, je suis à deux doigts, honnêtement. Je suis à deux doigts d'aller sur des sites un peu bressons pour acheter des milliers d'abonnés, là. Est-ce que YouVu marche encore? Je vous remets un petit son. On a lose 500 viewers. On a lose 1000 viewers. On s'en fout, on est d'un gars. Avec le respect, on taffe demain. Bah, c'est pour ça, parle-en à ta famille. Non, mais là... Non, mais c'est juste qu'à un moment, on a dit 20 000, ça me gêne un peu, tu vois. Ça me gêne un peu. Parce que là, le problème, en plus, c'est que le souci qu'on a, c'est que quasiment tout le monde s'est déjà abonné. Moi, je suis pas abonné avec Domingo Replay, avec Popcorn. Bah, je vais le faire. Non, mais on en est là. Là, maintenant, faut y aller. Faut qu'il passe les 20 000. Boum, Domingo Replay, j'y vais. En tribune. Et forcément, normalement, vous avez un deuxième compte. Putain, je suis déjà abonné sur Domingo Replay, bordel. Ah non, mais là, on est vraiment... Là, on est au fond du fond. J'ai quoi d'autre? J'ai un compte Domingo, aucune chaîne liée à ça. Je suis abonné à Sissimua sur celui-là. Ok, bah pourquoi pas. Allez, bah on y va. Bam, s'abonner. 19 007, hein, ça marche super bien. Popcorn, est-ce que je suis abonné avec Popcorn? Popcorn, non, mais je suis déjà abonné avec Popcorn, putain, mais... Ah, le mec, je suis en soutien maximal, hein, c'est-à-dire que ce gars, je le connais pas. Hein. Juste, j'ai bien aimé 2 de ses vidéos, mais... On s'est pris d'une mission, en fait. On s'est pris d'une petite mission, et ça me fait bien plaisir. Bon, Linkinito, là, tu veux pas nous faire un petit trade, là, pour que les gens s'abonnent en tribune? J'ai vu que le dernier, moi, mais bon. C'est quoi la chaîne? Alors, c'est une super chaîne. C'est une chaîne, en fait, qui parle de sport, et qui vient vraiment vulgariser des sujets sportifs avec un petit axe statistique sans que ça soit chiant. Et c'est pas mal ce qu'il fait, c'est pas mal. Donc, hop, je vous ai mis le lien. J'ai déjà utilisé ça sur mes 2 comptes. Putain, mais t'es grand, toi, t'es grand. Voilà, 19 008. Hein. Là, honnêtement, pour moi, on y est. Pour moi,
Pour moi, on y est. Là, il nous manque quasiment rien. Il nous manque que... je suis abonné à 4 de mes chaînes, hein, putain. J'ai abonné mes 3 chaînes, pitié. Non, mais c'est énorme. Non, mais là, c'est 200 personnes. On est 7100. On se rend pas compte de ce que c'est 7100. Souvenez-vous déjà. Une classe de 30 personnes. Tu devais être debout face à toute la classe. C'était 30 personnes. Ah non, mais là, c'est... Non, je suis obligé de vous faire chier. Et le pire, c'est qu'en fait, là, je vous prends en otage les gens qui l'ont déjà fait. Bon, moi, je continue la vidéo de mon côté. Hein. C'est une carte de France des villes présentes au top 4. C'était un petit teasing. En fait, je le fais pas, mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas créer un petit envie? Non, mais là, faut vraiment aller chercher les gens qui en avaient rien à branler depuis le début, tu vois. Là, c'est les gens. Là, on va chercher les gens. Ils sont même pas. Ils suivent pas ma chaîne Twitch, tu vois. Mais ils sont sur les lives parce qu'ils se baladent. Ils ont rien à branler un peu. Et tu vois, mais ils sont là. Ils sont en mode bon, ça. Ciao, salut à Tom. Bonne soirée. Est-ce qu'il s'est désabonné de la chaîne ou pas, vous pensez? Non, moi, je mène mon combat. Un combat, bon... un peu de merde, hein. Mais je me suis dit que j'allais le soutenir. Je me suis dit, voilà, que ça allait être fort. 19 900. Non, mais là, c'est magnifique. Honnêtement, c'est beau ce que vous faites. Parce que là, vraiment, je vous le dis, c'est votre... T'es vraiment face-off pour un mec que tu connais pas. Bah, je mate son contenu, tu vois. Je mate son contenu. Non, mais en fait, j'aurais pas demandé de mettre des thunes ou autre. Là, c'est juste un petit clic, tu vois. On a tous un compte Google. En fait, le mec fait du bon taf, en vrai de vrai. Tu vois, donc j'ai craqué, je rejoins l'armée des 100 derniers. Mais tu vois, exactement. C'est ton premier message dans le chat, Chiki. Et il y a aucun souci. Il y a aucun souci. C'est résister que de ne pas s'abonner à ce niveau. Non, mais c'est ça. Non, mais là, en plus, peut-être certains... Frérot, c'est toi. Là, si tu as le tab, tu vas dessus. C'est toi qui va être le dernier. C'est toi, c'est ton clic. C'est ton clic qui va faire la différence. C'est ton clic qui va nous faire passer à 20 000. Toi, aujourd'hui, là, tu vas faire la différence. En un petit clic, on est à 10 secondes de ce clic. Il arrive. Je respecte ta persistance, je m'abonne. Putain, il faut aller vous chercher, bande de chiens. Je ne céderai pas. Toi, tu prends 10 minutes, par exemple. Mais avec tout le respect, tu vois. Enfin, vraiment, on est dans un truc... on est dans un partage hyper chaleureux. Hyper chaleureux. On est dans un truc hyper... C'est fait, c'est bon. Pouf, tu l'as fait? Putain, bah c'était pas toi, dommage. C'était pas pouf, les amis. Mais ça peut être toi, du coup. Toi, qui n'a pas encore cliqué. Qui pourrait... Oh putain, ça y est! Il y a 20 000 personnes. Non, mais merci pour lui, en vrai. Hein, vous désabonnez pas, en vrai, il fait du bon truc. Hein. Non, mais j'étais obligé. J'étais obligé de cette prise d'otage. On a vécu quelque chose... difficile. C'était moi. La voix et tout, bah c'était moi. J'étais là, j'ai changé de scène, j'étais en waiting screen, c'était moi. Voilà, je vous le dis, parce que c'est vrai que certains ont dû se dire « Ah, mais il y a d'autres gens avec eux. » Enfin... En tout cas, c'était vraiment... On était là tous ensemble, quoi. Donc, c'est ça qui est quand même assez beau. Et la voix du témoin floutée. Non, mais hey, c'est... Non, en vrai, merci pour lui. Ça fait une toute petite différence, mais peut-être que ça va l'aider. Et en vrai, c'est bien. Non, mais souvent, en vrai, on a la chance, nous, d'être des énormes créateurs de contenu et d'avoir la chance de profiter de votre sephore, comme on aime à dire. Si ça peut servir à des petits créateurs qui font du bon contenu et qui se donnent, et du contenu informatif, en vrai. Pas si simple à faire, hein, quand même, sur YouTube. Donc, il a pris 3000 abonnés et t'as perdu 2000 viewers. Les vases communicants. Non, mais oui, bah, bien sûr que ça casse les couilles, ce que j'ai fait. Mais non, en vrai, merci. Hein, désolé de la prise d'otage. Parce que ceux qui sont déjà abonnés depuis la dernière fois, c'était... T'avais déjà un onglet pour la vidéo. Désolé de lui faire des vues, en fait. J'en ai déjà 2. Un à 2 secondes, un autre à 12 minutes. Enfin, tu vois, je suis à 2 doigts de créer une pharma bot, en fait. Je sais même plus où j'en suis, là. 8 à 14 clubs en 2005. Ah, on était là. Ça réduit mécaniquement les opportunités d'accéder au championnat. On voit donc une hausse globale, puis une stabilisation. Ah non, c'est juste que c'était l'autre onglet. Tu me fais peur. Ça... Oh putain, c'est bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Non, c'est très bien. La taille moyenne des clubs ne change plus, car c'est devenu difficile de sortir du top 14. À partir de 2017, seul le 14e est sûr de descendre en seconde division, le 13e joue un match de barrage. Les clubs présents à ce moment, venant des grandes villes donc, sont protégés. On a donc une confirmation, l'élite du rugby s'installe de plus en plus dans les grandes villes.
Mais comment expliquer la rupture présente dans les années 90 ? Mais comment ? Pour le savoir, on va devoir faire un petit détour par le siècle dernier. Qu'est-ce qui se passait dans le siècle dernier ? Pourquoi il n'y a pas de club de rugby dans le est né Nord, dans les milieux dans le top ? aristocratiques anglais. Je dirais que c'est pas culturel, non ? Et pense ces que gens, de la ils merde, ont des mais- principes. Faudrait pas que des pauvres jouent avec Oh, no Goji, il est resté. En gros, pour la Pro D2, il y a des playoffs. Les 6 premiers sont qualifiés. Barrage, 3 vs 6 et 4 vs 5 qui jouent ensuite 1 et 2 en demi. Jusqu'à la finale. Le gagnant de la finale monte. Le perdant de la finale fait l'access match contre le 13e du top 14. Putain, la vache. Ah oui, d'accord. Mais c'est vraiment c'est mission impossible. C'est pour ça que si tu redescends en... en Pro D2, ensuite, c'est un eux. C'est un Pour ça, enfer. il est ouais. rapidement interdit de toucher de l'argent pour jouer au rugby. Ça rentre dans un mouvement plus grand que l'on a évoqué dans les vidéos sur les JO, l'amateurisme. Ce courant s'accompagne de valeurs de fair play, d'éthique, de dépassement de soi, que l'on retrouve encore dans le rugby aujourd'hui. Mais à cette époque, seuls les plus fortunés ont le temps de se consacrer pleinement au sport, Oula, les pauvres oh la sont chandelle. donc écartés. Oula. Dans le siècle, le ballon ovale va se diffuser dans toutes les franges de la population, mais les fédérations vont protéger l'amateurisme jusque dans les années 90, notamment pour s'opposer au foot, plus populaire dans tous les sens du terme. Le rugby est alors l'un des derniers représentants de l'amateurisme dans le sport, et c'est même devenu une part intégrante de son identité. Alors, je te Il y a prends le une callback. contradiction qui se développe entre le statut d'amateur des joueurs et la réalité. Comme les élites ont trouvé d'autres passe-temps, les Est-ce que je peux citer... Oh Non. Pas... J'allais dire Ibanez, mais c'est pas du tout Ibanez. Non, mais là, ça, c'est les quelles années, ça? Si lui, on connaît... Je peux pas en citer un... Putain, la vache, le pif. Ah, c'est écrit 91. Ah ouais, mais 91... Serge Blanco avec le ballon. Ah ouais, Serge Blanco, on connaît. Oh putain, la vache. Non, et lui, c'est qui? Forcément, ça va connaître, là. Ah, c'est... Il a ramasse, hein. Oh, mais c'est... Il a pas la tête de Michalak, un peu? Peut-être pas. Ah, c'est Galtier? Oh, jure, Galtier. Non. Y a pas un truc un peu, genre, le bas du visage un peu de... En 91, non, en effet, mais tu vois, va savoir, c'est un oncle. Ah, sinon, j'ai personne d'autre. Alexandre Dumas, en bas à droite. Ouais, pour moi, joueurs Ibanez, viennent il y avait un désormais de truc. plein de Hein. milieux sociaux différents. Mais c'est vraiment Ibanez, non? C'est pas Ibanez, lui, là, Ibanez? Ils sont à peu près dans les mêmes timings, quand même, non? Non, MDR. Ah bon? On peut alors facilement s'identifier à eux. Pas à l'époque. C'est aussi aidé par des Attends, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, mais là, maintenant qu'on est entre nous, là. Ah, rugby. Attends, il a fait de camp à camp, lui. 96-2007, putain, non. Ah, c'est pas un cousin non plus d'Ibanez. Dommage. Dommage, c'est foutu. physiques pas encore sculptés comme aujourd'hui. Officiellement non payés, Coup il dur. existe en réalité des compensations parfois déguisées, comme des emplois dans des clubs ou des logements gratuits. Les rugbymen appelés en équipe nationale sont dans les faits des pros et n'ont pas de métier à côté. C'est ce que l'on a appelé l'amateurisme marron qui a fait débat tout au long de la démocratisation de la discipline. Avec la médiatisation des Coupes du Monde, le sport se C'est les développe mecs de- et de gagne en N3 R1, popularité. Sous l'impulsion des pays du Sud et de groupes de médias, la professionnalisation est actée en Ah 1995. bah tiens, j'en parlais. Cela va avoir des impacts immenses et va finir par changer la géographie de ce sport. On va y venir. Ce salaire Fabien officiel Pelouse, non a plusieurs effets. Le fait de loger un joueur ou de l'employer hors des terrains crée une réelle fidélité avec un club et une ville. Quand la professionnalisation arrive, ces avantages disparaissent Ah au bah. profit du salaire. C'est réglo, mais on perd alors le côté familial au profit d'une relation employeur-salarié. Les clubs vont alors se battre pour les joueurs et vont voir au-delà de leur bassin de recrutement pour les attirer, souvent même à l'étranger. Excusez-moi, pardon. Je fais juste un petit aparté. Parce qu'il y a le compte Canal Plus Sport là qui met un message. Premier match diffusé sur Canal en 85, Narbonne-Lourdes avec Patrick Sébastien en bord terrain, c'était quelque chose. Déjà, c'est une info très sympa que je connaissais pas. Mais juste, imaginez le CM de Canal sur le compte Canal, se taper tout le moment waiting screen, etc. pour qu'on s'abonne, pour qu'on finisse sur la vidéo rugby. Ça c'est un petit bonbon pour moi. C'est vraiment un petit bonbon. Voilà, de mon côté, c'est le petit plaisir de C'est la aussi nuit. facilité par les normes européennes qui poussent à la libre circulation des joueurs. Le rugby entre donc dans une nouvelle dimension. L'amateurisme, un de ses piliers, disparaît. Ça va avoir des conséquences importantes sur un autre de ses piliers, son ancrage dans les villes moyennes du sud-ouest.
L'arrivée des compétitions européennes et la réduction du championnat à 14 clubs vont augmenter la concurrence entre les équipes. Pour rester compétitifs, attirer les meilleurs joueurs et développer leurs infrastructures, ils doivent augmenter leur budget. Il y a Vannes, non? Entre 2003 et 2024, le budget moyen des clubs de top 14 a été multiplié par 5. Seul le Covid en 2020 a mis un coup temporaire à cette croissance. Comment les clubs ont-ils pu grandir aussi vite? Pour le savoir, il faut qu'on se plonge dans les sources de revenus des clubs du top 14. J'en ai parlé sur ma vidéo traitant du sport à la télé. Les revenus des clubs du top 14 dépendent essentiellement des droits télé, des sponsors et de la billetterie. Et dans une moindre mesure du merchandising. Je sais même pas c'est qui. C'est vous, Canal, qui avez les droits de tous les matchs rugby? Parce qu'il y a la soirée jour de rugby et tout, vous avez toujours ça? J'avoue que j'ai tellement jamais regardé que... L'intégralité des matchs est sur Canal? Ou il y a un mélange? Et des subventions. Et du coup, c'est quoi? Sponsor 50%, billetterie, merchandising et subventions, ok. Top 14, c'est Canal. Jusqu'en 2032, ok. Il y a beaucoup de France TV. France TV, c'est les matchs d'équipe de France. En comparant avec d'autres sports collectifs, on voit que le rugby se situe dans un entre-deux. Il dépend moins des droits TV que le foot, avec 19% des revenus des clubs du top 14 qui dépendent des droits TV, contre 36% pour les clubs de Ligue 1. Et le rugby se repose aussi beaucoup moins sur les subventions, seulement 4% contre plus de 30% pour le basket, le hand ou le volley. Ouais, c'est un peu l'entre-deux, quoi. C'est un peu l'entre-deux entre les sports très locaux, etc. Genre volley, hand. Enfin, hand, après, t'as des monstres PSG et tout, j'imagine, même Montpellier, non, qui doit être big. Mais 19%, c'était billetterie. C'est la particularité de ce sport où les sponsors prennent la place la plus grande. Pour augmenter leur budget, les clubs ont dû jouer alors sur différents postes. Les subventions étaient un poste historiquement important dans le rugby pour financer le modèle amateur, mais différentes lois les ont plafonnés. Il faut donc pas trop compter dessus sur le long terme. L'argent venant de la billetterie et du merchandising est essentiel, mais reste limité par le nombre de fans ou par la taille du stade. Les droits TV ne connaissent pas ces limites et ont été en constante augmentation depuis la professionnalisation. Canal Sarac. L'arrivée de Canal+ et le gain de popularité du sport a permis de multiplier par 50 la somme perçue par les clubs en 30 ans. Si ces sommes ont permis de développer les clubs, elles restent imprévisibles et très loin du foot encore. Pour grandir, les clubs ont misé sur les partenariats. Les entreprises voient le rugby comme un bon canal de promotion grâce à sa popularité, son ancrage local et ses valeurs. C'est donc le seul vrai volet que les clubs peuvent contrôler et qui peut théoriquement être une source sans limite. Tous les clubs s'en sont emparés, mais les grandes villes ont un avantage indéniable, la présence de grandes entreprises sur leur territoire. Quand Toulouse est sponsorisé par Airbus, les plus petits clubs doivent faire avec ce qu'il y a sur place. Il y a désormais un lien étroit entre la dimension des clubs et celle du marché économique des villes où ils sont. En vrai, tu vois que Canal stabilise le rugby. Quand on voit la Ligue 1, on s'estime chanceux. Bah, en vrai, c'est beaucoup ça, hein, le côté droit télé. Après, il y a aussi y aller progressivement, tu vois. Avec un vrai suivi aussi, plus que sur des estimations où tout d'un coup, les mecs sont en mode Nous, on va pas faire 1 milliard, nous, quoi. Implantés. Non. Le président d'Oyonnax disait l'an dernier sûr. Si on veut monter en top 14, il faut sortir de notre vallée. C'est un plafond de verre, on n'a pas de grandes entreprises qui veulent mettre plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est la première grosse raison de la progressive disparition du top 14 des clubs des villes moyennes. Si leur budget a progressé, il n'a pas suivi le rythme des grosses villes qui captent l'argent de sponsors bien plus conséquents. Les joueurs, les entraîneurs s'en vont. C'est la fin de Montauban, Bourgoin-Jallieu, Albi, Auch ou Dax de la première division. Alors on pourrait se dire que comme dans le foot, un fonds d'investissement ou un milliardaire viendrait investir dans un club pour profiter de son image. Ça a déjà été fait à Lourdes ou à Quillan avant la professionnalisation. Parce que vous le savez peut-être déjà, mais 11 des 18 équipes de Ligue 1 sont détenues par des propriétaires étrangers. Et c'est pas forcément dans les plus grandes villes, comme à Auxerre, ou alors à Troyes qui est actuellement en Ligue 2. C'est qui là qui devait être acheté par les Saoudis? Il y avait un club là, non? C'est en train d'être fait, c'est fait? Je sais plus... Non, parce que Nice, il veut vendre, là, le mec de Ineos. Ouais, c'est le TFC, ouais, je pense. C'est le TEF ouais, qui... C'était ça que j'avais dû voir. Je savais même pas. Ouais, je crois. C'est Emirati, pardon, pas ça, ok. Que des rumeurs pour l'instant, ok. Mais les possibilités de bénéfices au rugby sont moindres, notamment car les frais de transfert restent très faibles, et il semble indispensable d'avoir un ancrage local, en tout cas pour l'instant. Les investisseurs étrangers dans le rugby sont donc rares, à voir ce que va donner le projet de rachat de Béziers par un consortium irlandais. Mais il faut aussi qu'on évoque un phénomène qui va renforcer la domination des clubs des grandes villes, la métropolisation. Je vais pas ressortir mes cours de géo, mais pour résumer, c'est un processus de concentration de population, d'emplois et de capitaux, observable en France dans les villes de grande taille. On voit sur cette carte les territoires qui ont plus ou moins gagné d'emplois depuis les années 90. En orange et surtout en rouge, ceux qui ont perdu des emplois,
Et en bleu, les territoires qui ont gagné le plus d'emplois. En rouge, Ah ouais ceux qui... Putain, mais c'est quoi la Champagne là? C'est cata? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est barré là? Tu vois, c'est des cartes, honnêtement, c'est intéressant, tu vois, je trouve. Mais les industries, ah ouais, c'est vrai que ça doit être ça. La diagonale du vide, PA. Ouais, non, c'est clair. Bah là, après, c'est différent, mais c'est vrai que les emplois en 90 vestes, ou le côté enfin, pas désindustrialisation, mais si, quand même. Qui ont perdu des emplois. Et en bleu, les territoires qui ont gagné le plus d'emplois. Nantes, en vrai, hein. Nantes, Rouge, Vendée. ceux qui ont perdu des emplois. Et en bleu... Toulouse, Bordeaux, Bayonne et tout, c'est bien développé. Ouais, Montpellier aussi, hein. Montpellier, c'est Béziers, ça, non? Perpignan, Carca, non? Oh, Carca, c'est beaucoup plus les bas. territoires qui ont gagné le plus d'emplois. Si on zoome sur le sud-ouest, les trois Narbonne, territoires ouais, les plus Narbonne. attractifs, Toulouse, Bordeaux et Bayonne, sont comme par hasard ceux qui se sont maintenus en top 14. Il y a un double effet. Les grandes agglomérations profitent de leur taille, mais profitent aussi de ce mouvement de concentration qui vient fragiliser les villes moyennes moins attractives. Les clubs qui subissent la métropolisation sont donc les grands perdants. Ils ont une difficulté croissante à capter des revenus. Alors, c'est clair que tu vas bouger dans un club ou autre. T'es plus vite en mode tu vas dans le sud-ouest, t'as vite Toulouse, justement, rugby, etc., où les gens sont plus fans. C'est con, mais l'OM, par exemple, dans tout le sud-est, c'est un délire. Tu peux pas exister au foot si t'es pas l'OM, quoi, dans le sud-est. T'as juste pas le choix. Les gens sont pas... Alors, je suis pas sûr que tous les Bretons soient en mode putain, let's go van, quoi. On va savoir si c'est le cas. Après, avec la descente, ça doit pas aider, là, mais... Ce phénomène de métropolisation va aussi se concrétiser Ça fout la haine. Bah, en même temps, c'est ce qui permet aussi un développement, tu vois, d'un autre côté. administrativement avec la création des métropoles. Ça va donner plus de moyens aux grandes Pas à Nîmes, non, ils sont pour Nîmes. Ah, putain, Nîmes, c'est dur avec le président. agglomérations dans la gestion et la construction des équipements sportifs. Ce contexte métropolitain peut aussi pousser les clubs à fusionner grâce à la proximité des infrastructures sportives par exemple. Let's go van, c'est vrai que bon, après les Bretons, vous êtes à part. Mais c'est bien, ouais. En vrai, ce truc-là, tu vois, je trouve que c'est le côté soutien local. Tu vois, quand j'avais fait, par exemple, l'aventure FM avec Aubagne et tout, bah, alors c'est con, tu vois, c'est un autre niveau, mais c'est... Après, Aubagne, c'est vraiment juste à côté de Marseille, donc ça aide pas non plus, mais les mecs, ils passaient de National 2 à National, ce qui est hyper dur. T'es obligé d'être premier de ton championnat, t'as 18 équipes, c'est un bourbier de fou, enfin, tu vois, et ensuite t'es en National quand même, tu vois. Bah, les mecs, t'avais des ultras, mais ils étaient 30, quoi. C'est pour ça qu'on avait ramené les supporters et tout, et c'était trop bien. Mais tu vois, je voyais que ce soit les lycéens à côté et tout, ils étaient en mode, non, ça me fait pas plus kiffer que ça, m'en fous, je vais pas spécialement venir, quoi, donc... Dur de soutenir la Berrichonne au foot, ici on n'en peut plus. C'était le cas du Racing et de l'US Métro, ou évidemment de Bordeaux et de Bègles. C'est visiblement mieux accepté dans les grandes métropoles, mais ça passe moins dans la ville moyenne, où les projets Tarbes-Lannemezan et bien sûr Bayonne-Biarritz se sont confrontés à des querelles entre dirigeants et supporters. Ah bah ouais, après... Au-delà de l'aspect géographique, est-ce que la fin du rugby des villes moyennes, c'est pas aussi la fin d'une certaine idée du rugby ? Avant, on pouvait s'identifier aux joueurs. C'était des gars du coin qui ont un métier, mais aussi une corpulence pas si loin de celle du grand public. Maintenant, les joueurs sont devenus des athlètes, avec des entraînements plus fréquents et plus intenses. Fini les troisième mi-temps avec les spectateurs. Les gars ont pris presque 20 kilos de muscles en 20 ans, ont des salaires désormais bien plus élevés et ne viennent plus forcément du coin. On a perdu cette mon poney, comment tu vas ? Proximité et d'identification. Ces éléments ont eu un impact majeur sur le jeu en lui-même. Le rugby est passé d'un sport d'évitement à un sport de contact, avec des chocs de plus en plus intenses, devenant même dangereux pour les joueurs. Quand tu vois que Biarritz a failli descendre national, il aurait mieux fait de fusionner. Ouais, après, c'est les derbies et tout. Tu peux pas demander à des mecs qui ont passé leur vie, juste le côté... tu vois, une vie à supporter... Ouais, c'est vrai que c'est Chabal. Malgré tout, la communication de la fédération essaie de préserver cette image du terroir, comme le montre la vidéo d'annonce des joueurs participant à la Coupe du Monde. Le souhait de garder une image de proximité contraste aussi avec la volonté de se développer à l'international. La Coupe d'Europe comprend maintenant des clubs venant d'Afrique du Sud. De l'autre côté, le rugby se définissait aussi par l'amateurisme, et ça a bien changé. Si c'est évidemment une bonne chose que les joueurs sont maintenant officiellement payés, tous les changements ont fait grincer pas mal de dents. Les entreprises se sont emparées de l'image de ce sport, de sa popularité, pour faire leur pub. Ça a participé à la starification des joueurs. On a aussi vu l'arrivée de nouveaux profils, comme les agents ou les conseillers en images, inconnus avant dans la discipline. Au final, certains estiment que cette footballisation n'a pas complètement eu lieu.
Le respect entre supporters reste exemplaire, les salaires ont augmenté mais restent très loin de ceux du foot et les frais de transfert n'ont pas explosé. Dans le top 14, ça a été permis grâce à la mise en place de quelques garde-fous comme des salaires maximum et l'obligation d'avoir des joueurs formés en France. Alors si ce rugby des villes moyennes est moins représenté en top 14, il n'a finalement pas disparu. On le retrouve aujourd'hui en seconde division, les stades sont pleins et le championnat reste très attractif et prestigieux. Le nombre de licenciés dans les villes moyennes reste aussi très élevé. Le rugby a su jusqu'ici préserver cette image populaire aux yeux du grand public, à voir quelle influence auront les scandales de cet été, même si la médaille d'or au JO et l'aura d'Antoine Dupont semblent tout balayer. Avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce pour autant la fin de Castres ou de Perpignan dans le top 14 et l'arrivée de Nantes et de Lille? On n'en est pas vraiment encore là. Même s'il y a de la volonté de la part de certaines villes, mais aussi de la fédération, ça prend énormément de temps de se construire une base de licenciés, de supporters et d'avoir les infrastructures. Mais je suis curieux de voir où en seront les projets de Rouen. Surtout quand à côté ça gagne. En attendant, je vous avais caché un truc. Si on prolonge jusqu'en 1892 le graphe du début de la vidéo qui présentait la population des villes qui ont gagné le championnat de France, on voit que les grandes villes dominaient déjà la discipline. On n'est donc peut-être pas à l'abri d'autres surprises, et je pense que le rugby a tout à gagner à s'ouvrir à d'autres publics pour se pérenniser dans le temps. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager à ceux que ça pourrait intéresser. À très vite pour une... On va chercher les 22 000. Non mais c'est du très bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est du très bon en vrai ces vidéos. Ça, c'est une carte de... Merci en fait, tu vois, je connais rien en rugby, c'est intéressant, c'est local, c'est autour de nous, c'est pitié, non, pitié. Ah désolé, j'avais pris en otage. Mais et c'est quoi OMR du coup? C'est pas Lille, ça switch? Il y a quoi du coup? Mais demande-moi bébou, putain mon poney quoi. Ah non mais j'aime bien. Hein. 23 en vrai, soyons ambitieux. Olympique Marquois. C'est quoi, c'est Marc-en-Barœul? C'est à Villeneuve d'Ascq. Marc-en-Barœul, putain. Ok. Qui ont fait leur truc. Et le rugby, t'as le droit de pas connaître.